Vous êtes bien sur la première, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité, ce soir, 2 heures avant le coup d'envoi du mondial féminin de football, la toute première grande compétition pour les joueuses françaises qui jouent à domicile. Vous verrez qu'à Mayotte aussi, on se prépare à les soutenir activement. Cela fait plus d'1 an qu'on en parle. La nouvelle réglementation pour l'attribution des bourses est désormais effective. Quelle filière choisir pour être sûr d'être boursier? À quelles conditions? Réponse dans un instant avec Ali de Brécombeau, le président de la commission d'octroi des bourses du département. Enfin de la musique pour adoucir vos cœurs. Le jazz est à l'honneur ce soir du côté de La Croisette. Vous le voyez sur ces images. À venir, 3 jours de concerts et 2 rencontres. Bonsoir à tous. France-Corée, voici l'affiche du tout premier match des Bleus que vous pourrez d'ailleurs suivre ce soir sur nos antennes. Et pour cette Coupe du Monde, les joueuses de l'équipe de France de football suscitent énormément d'espoir chez leurs consoeurs notamment, car cette compétition va permettre d'encourager les jeunes filles à porter les crampons. En effet, ici à Mayotte, sur les 11 000 licenciés de la Ligue mahoraise de football, on ne compte que 1200 filles. Géraldine Louis, Maolida Bouanaïri. Warda a l'un des plus beaux palmarès du football féminin à Mayotte. La jeune femme de 35 ans a évolué en Ligue 2 à Monaco et à Lyon de 2004 à 2008. Elle n'a pas officiellement porté le maillot de l'équipe de France en tant que joueuse, mais elle l'a revêtu aujourd'hui pour soutenir les Bleus. Je serai devant la télé et ce sera un événement mondial, donc il n'y a pas de raison que Mayotte ne fasse pas partie du mouvement. Et l'idée peut-être ce serait de voir avec les petites des clubs et tout ça pour organiser des écrans géants et de voir des matchs avec des petites pour leur montrer la finalité de tout ce qu'on fait. À Barakani, Ben Mohamed, attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, le club le plus titré de Serbie, est venu rendre visite à son ancien entraîneur. J'essaie justement avec tous les entraînements, les matchs, j'aime pas trop regarder le foot, mais je vais suivre parce que voilà, ça se passe en France, donc forcément en plus dans la ville où je suis passé au Havre, il y aura beaucoup de matchs, donc je vais suivre attentivement. 11 000 licenciés à la Ligue mahoraise de football, dont 1200 filles. C'est sûr que ça va faire entrer des licences, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'engouement, comme d'ailleurs après la Coupe du Monde. Il faut savoir que cette année, nous avons augmenté nos licences d'une manière générale, garçons, féminins, tout simplement parce que les gens ont vu ce qui s'est passé en 2018, juillet 2018. Donc, à l'image de ce qui s'est passé l'année dernière, certainement cette année, ça va être encore plus important. Parce que non seulement déjà on a plus de licences, mais le fait d'avoir cette Coupe du Monde chez nous, ça va faire un appel aux filles de vouloir venir se licencier. Actuellement, je passe une formation de brevet de moniteur football, donc le BMF. L'idée étant de pouvoir intégrer le staff technique, on va dire, des sélections mahoraises, filles, parce que pour le moment, il n'y a pas d'encadrante femme dans ces staffs-là, et je pense que c'est très important de pouvoir s'identifier à quelqu'un de par l'expérience, mais également de montrer que l'idée, c'est pas juste de venir taper dans le ballon, mais qu'il peut y avoir des ambitions et des objectifs à atteindre derrière tout ça. Coup d'envoi de la 8e Coupe du Monde de football féminin à 21 h, la France affronte la Corée. Et déjà plus d'1 million de billets ont été vendus pour cette compétition. Mais est-ce que l'engouement sera la même que pour les autres compétitions masculines? Camille Gudis nous donne l'ambiance aux alentours du Parc des Princes où se tiendra la cérémonie d'ouverture. Les premiers spectateurs sont en train d'arriver et de rentrer dans le Parc des Princes. On a pu voir de nombreux maillots de l'équipe de France, bien sûr, quelques supporters coréens aussi. Alors l'ambiance, elle est pour l'instant assez calme, malgré quelques « Allez les Bleus », quelques cris d'encouragement. On est encore à 4 heures du coup d'envoi, mais on attend beaucoup de monde ce soir au Parc des Princes. 47 000 personnes. Le stade devrait afficher complet. Tous les billets ont été vendus. Alors aux alentours, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Quart de CRS, circulation filtrée, les entrées sont contrôlées. La feuille de match, quant à elle, n'a pas encore été dévoilée. On attend toujours de savoir si Valérie Gauvin, l'attaquante réunionnaise, sera sur le terrain ce soir. Rappelons qu'elle est l'une des 4 joueuses originaires des Outre-mer sélectionnées en équipe de France.
La ville de Paris où se trouve actuellement la sélection de Mayotte de football. Elle est en stage pour préparer les Jeux des îles et sachez qu'elle a remporté hier soir son second match amical. C'était contre l'US Moissy-Cramayel, club qui évolue en National 3. Score final 1-0, but de Ansar, joueur d'Avoine Football, club à Tours. Et la sélection mahoraise sera de retour sur l'île ce dimanche. Vous pourrez aller les féliciter. Depuis lundi, l'un des 2 Dreamliner d'Air Austral est cloué au sol à Paris pour des problèmes de moteur. Encore une fois, les plus impactés par cet incident seront les Mahorais. En effet, il s'agit de l'avion qui effectue la liaison entre Mayotte et Paris. Pendant que certains passagers crient leur ras-le-bol, certains ont déjà trouvé le moyen de se faire rembourser. Bibi Maria Malidi, Atoumani Simba. On a affrété un avion qu'on a pu au départ de Paris et qui nous permet vraiment peu ou prou d'assurer la totalité de notre programme. Il faut savoir que l'avion qui a été arrêté est un avion qui desservait essentiellement donc, la liaison entre Mayotte et Paris. Donc la clientèle qui est la plus affectée, c'est la clientèle mahoraise. Si le directeur général d'Air Austral rassure les Réunionnais, les Mahorais, eux, se considèrent encore une fois comme étant les laissés pour compte et ils ne se sentent plus en sécurité. Aujourd'hui, si ce sont les appareils qui ont des difficultés en répétition, là je crois que les Mahorais sont en danger. Parce que être en l'air avec des appareils vraiment non fiables, je crois que c'est un danger pour nous tous. Il n'y a pas de sécurité, donc il n'y a pas de confiance. Il faut qu'ils aient des concurrents parce que sinon ça ne va pas marcher à Mayotte. Ça ne va pas marcher. Il faut que les gens réagissent. Parce que c'est vrai, il ne faut pas qu'on dise ce sont les élus, ce sont les élus. Les élus, eux seuls, ne peuvent rien faire. Il faudrait que Mayotte, toute Mayotte, qu'on se réunisse à la place publique pour qu'on puisse dire tout ce qui se passe à Mayotte au niveau d'Air Austral. Excédés, les Mahorais ont prévu une manifestation le 15 juin prochain à La Réunion et à Métropole. Ils disent dénoncer le mépris, le monopole, la discrimination et les prix exorbitants des billets d'avion chez Air Austral. La compagnie aérienne vient d'être condamnée à verser 1 800 € à une famille lésée par l'annulation de son vol Mayotte-Paris. Selon le quotidien Les Nouvelles de Mayotte, la justice estime qu'Air Austral n'a pas respecté la réglementation en vigueur en ce qui concerne les retards et annulations de vol. Cette plainte pourrait faire tache d'huile et ainsi peut-être le début d'une prise de conscience chez les passagers mahorais. Autre actualité avec ces nouveautés concernant les attributions des bourses et autres aides aux étudiants. Depuis 1 an, dans l'enseignement supérieur, les financements sont attribués en priorité à ceux qui suivent des filières présentant un intérêt pour l'île. Le conseil départemental espère ainsi pallier au manque d'attractivité de Mayotte dans certains métiers comme la médecine en finançant les étudiants. Alors qui est concerné? Quelles sont les contreparties? Avant d'en parler avec Ali Debré-Combo, Hachim Saïd-Hachim et Assadir Azafitseno nous font un premier point. C'est un règlement d'attribution de bourses et d'aides du conseil départemental entièrement révisé. Désormais, la cohérence d'un projet d'étude sera un critère exigé. Si l'orientation est bien faite et s'il y a une réflexion pour réellement aller dans des filières qui correspondent donc à l'étudiant, qui correspondent à ses capacités et qui lui permettra de développer des compétences pour s'insérer plus tard, là, la commission attribue des aides. Autrement, lorsqu'il n'y a pas ce processus-là de construction du projet d'étude, il y a souvent une incohérence et là, la commission n'attribue pas d'aide. Autre changement, les demandes de bourses et d'aides sont accessibles à un large public. Dans le règlement antérieur, il y a beaucoup d'étudiants qui n'obtenaient pas les aides du département parce qu'ils n'avaient pas la bourse nationale, parce que c'était une condition. Donc là, désormais, ce n'est plus une condition. Un étudiant qui n'a pas la bourse nationale peut déposer une demande et obtenir l'ensemble des aides du département. Le nouveau règlement est un point positif pour les étudiants engagés dans les filières priorisées. Les ressources des parents ne seront plus une condition, mais un plafond est fixé sur les filières à priorité modérée.
Nous avons mis un plafond, mais un plafond très élevé qui nous permette de récupérer un maximum d'étudiants. Et ce plafond est de 95 100 €. Ce nouveau dispositif devrait impliquer davantage les parents car ils seront des co-bénéficiaires des aides. En 2018, 9 millions d'euros de bourses et d'aides ont été accordés par le conseil départemental. Alors, cette nouvelle réglementation, Ali Debré et Combo, bonsoir. Vous allez nous la présenter un peu plus en profondeur aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental et président de la commission de l'octroi de ces bourses, justement. Alors, 1 an que vous la testez, cette nouvelle réglementation. Qu'est-ce qui en est sorti? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait, par exemple, combien d'élèves se sont retrouvés sans bourse suite à ces critères qui ont changé? Alors, bonsoir déjà à tous les auditeurs qui nous suivent sur Mayotte Première. Alors nous, on ne raisonne pas en termes de nombre d'étudiants qui n'ont pas bénéficié, puisque de toute façon, il y a des critères et des procédures pour pouvoir prétendre à ces aides ou à la bourse. Ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que ce nouveau règlement est là pour accompagner le développement économique du pays. Mais vous n'avez pas de chiffres? C'est-à-dire, nous avons toujours environ les 2500 élèves que nous suivons comme chaque année, puisque vous savez que depuis l'année dernière, les lycéens ne sont plus éligibles aux aides du département. Donc du coup, nous nous concentrons principalement sur les étudiants. Mais à défaut de communication, l'année dernière, nous avons constaté que beaucoup d'étudiants qui, par l'ancien règlement, se disaient que c'était soumis à des critères de ressources, n'étaient pas éligibles, alors que, comme vous venez de l'entendre, c'est un pan que nous avons enlevé, puisque justement, nous souhaitons avoir ces jeunes justement qui réussissent et qui s'acheminent vers ces filières qu'on appelle les filières d'excellence. Alors donc, en plus de ces élèves qui n'étaient pas au courant que vous souhaitez sensibiliser aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté au bout d'1 an d'essai de cette réglementation? Quel autre enseignement? Alors, beaucoup d'améliorations, parce que déjà, on est sur un forfait en fonction du groupe et du domaine sur lequel vous vous êtes inscrit. Nous ne sommes plus sur des montants dérisoires, parce que, comme vous le savez, auparavant, un jeune pouvait nous dire qu'il bénéficie de la bourse de la DASU, alors qu'en réalité, c'était 20 € par mois. Ici, nous ne sommes plus sur ces montants-là. Nous sommes sur des forfaits, comme je l'ai dit, en fonction du domaine et du groupe dont est inscrit le jeune. Et le montant minimum est de 160 €. C'est un montant qui est évolutif en fonction des résultats et en fonction aussi du cycle où on est. Par exemple, au niveau des doctorants, nous sommes à 1200 €. Tout ça pour justement mettre les moyens pour accompagner nos jeunes. Alors, parmi les nouveaux critères d'attribution, vous mentionnez avoir des aptitudes suffisantes en écriture et en français. Ça veut dire quoi? Comment vous jugez ça, les aptitudes en français et en écriture? En tout cas, j'ai lu ça dans votre brochure qu'il fallait avoir un niveau suffisant pour être... Nous, ce qu'on demande, c'est qu'un jeune ait un projet cohérent en fonction de la filière d'origine au niveau du secondaire. Donc il n'y a aucune notion de français, de niveau de français ça a été dans votre brochure. Mais en tout cas, ce que je peux dire et affirmer aujourd'hui, c'est que nous mettons en avant, c'est la cohérence de projets d'études. D'accord. Alors, vous priorisez les étudiants qui suivent des filières qui mènent à des professions dont on manque sur cette île, la santé, les grandes écoles, et il faut aussi justifier de 15 ans de présence sur le territoire. Mais vous, quelle garantie vous avez qu'une fois leurs études terminées, ces élèves vont revenir ici? Est-ce qu'il y a des conditions, un certain nombre d'années à Mayotte à respecter, par exemple, revenir un certain nombre d'années? Alors, vous savez, sur certaines filières, notamment pour la médecine, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'un contrat, un contrat qui pourrait justement faire en sorte qu'à la fin, les jeunes puissent revenir. Mais de manière générale, nous disons que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous préparons cette jeunesse et nous leur disons que Mayotte ne peut pas tout les absorber. Mais en tout état de cause, un jeune aujourd'hui qui part à l'international, c'est un ambassadeur pour Mayotte. 2, c'est une expérience et quand il revient avec 10 ans d'expérience, nous considérons qu'il est encore mieux préparé pour servir le pays. Donc pas du tout sûr qu'ils vont revenir après avoir fini leurs études.
Ça dépend des domaines, comme je l'ai dit. Nous travaillons pour les domaines, notamment en médecine, puisque nous savons que c'est là où on a vraiment un besoin très criant sur le territoire. Et nous réfléchissons et nous travaillons déjà sur ce type de contrat qui fera qu'à la fin, un jeune pourra revenir, exercer, servir le pays un certain nombre d'années. Après, on ne pourra pas les contraindre éternellement, mais un certain nombre d'années. Merci beaucoup Ali Debré-Combo pour ces précisions et on espère que vous avez été entendus. Des financements, on en reçoit aussi beaucoup venant de l'Agence française de développement, l'AFD, dont les engagements financiers en Outre-mer s'élèvent à plus d'1 milliard d'euros. C'était l'année dernière. Hier, l'agence a présenté le bilan de cette année, son activité, en présence de son directeur général et de la ministre des Outre-mer. Les précisions d'Henri Elie et François Brouche. La création d'un département autour des 3 océans est la grande nouveauté de l'Agence française de développement. L'idée, être l'un des acteurs majeurs pour les économies ultramarines dans le cadre d'une politique régionale. Pour l'année 2018, l'AFD a réalisé 1,4 milliard d'euros d'engagement, soit 35,10% pour l'océan Atlantique, 30,70% pour l'océan Indien et 31,70% pour l'océan Pacifique. Des engagements financiers non négligeables. Il faut entendre les acteurs, il faut comprendre. Peut-être que depuis Bruxelles, parfois, on n'a pas cette vision. Et nous, il faut qu'on aille en parler à nos collègues à Bruxelles. Il faut qu'on en parle ici à Paris. C'est ça notre valeur ajoutée. Et ensuite, si vous avez raison, il y a un manque où il faut orienter, on vient mettre notre instrument financier. Et parmi les objectifs à atteindre, ceux concernant l'environnement qui plus est après l'accord de Paris, approuvé par 96 des 97 États membres des Nations Unies, le 12 décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre 2016. Des objectifs qui intéressent au plus haut point tous les territoires français ultramarins. On est les premiers frappés par le dérèglement climatique. On est les premiers frappés par le chômage. Il faut que nos territoires soient plus inclusifs, il faut que nos territoires soient plus développés, soient plus solidaires et soient plus respectueux effectivement de l'environnement. Et traite aussi de la question de la résilience, parce qu'on est touché par la montée des eaux, par les cyclones, et on voit bien qu'on n'a pas le choix. Reste maintenant à confirmer les ambitions de la France dans ces domaines, en sachant que les financements de l'AFD pour les territoires ultramarins viennent parfois combler l'insuffisance des subventions européennes pour les régions ultrapériphériques. Et ce soir, nous terminons notre feuilleton consacré aux surveillants de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans les Yvelines, l'un des plus grands centres pénitentiaires d'Île-de-France. Je rappelle que la moitié des 300 agents de cette prison est originaire des Outre-mer. Dans ce 5e et dernier volet, Pierre Accombe, Denis Rousseau-Caplan et Raël Moine nous emmènent dans les ateliers de la prison où 120 détenus travaillent tous les jours. Regardez. Les ateliers de Bois d'Arcy. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer ici. Chaque jour, 120 détenus se rendent dans ces immenses entrepôts. Ils vont travailler. Et le patron, c'est lui. Stéphane a 2 casquettes, celle de premier surveillant et de chef du travail. Sous sa responsabilité, 250 détenus au total. La majorité est affectée aux ateliers, les autres au service général, les cuisines, les travaux d'entretien. Ça leur permet de sortir aussi de la cellule, parce que rester enfermé tout le temps peut causer aussi des difficultés dans leur détention quotidienne. Ça leur permet d'avoir un revenu, donc à peu près en moyenne sur les ateliers, où un détenu peut avoir un salaire qui va entre 250 € et 700 € en fonction des postes. Donc ça leur permet aussi d'améliorer leur quotidien en achetant différents produits, parce que vous avez une zone où les détenus, qui est appelée la cantine, où ils peuvent cantiner des produits, différents produits alimentaires, soit de produits de première nécessité. Sébastien est à Bois d'Arcy pour des vols et des agressions. Depuis un mois, il a rejoint l'atelier. Et pour lui, travailler, c'est un peu plus que mettre des produits sous plastique. Moi, je vois la logistique, je vois un peu tout ça, moi. Je vois pas que le travail qu'on fait ici, en fait. Je vois plus l'entrée, la sortie, le rangement du dépôt. J'ai appris énormément de choses en étant ici. Ça nous aide à nous prendre un bon rythme, à nous lever tôt, nous coucher tôt. Ça nous permet aussi d'avoir le sens des responsabilités, vu qu'on nous fait confiance et qu'on nous met à l'atelier. À l'heure de la pause et sous l'effet de groupe, certains détenus se laissent aller à quelques confidences sur le travail, sur la vie en détention.
On a de la chance qu'on travaille. C'est pas une prison facile. C'est dur. On n'a pas beaucoup de choses ici. C'est un peu sale. Là, on travaille, là, on n'a même pas la douche tous les jours déjà, alors qu'on travaille. Si on a le droit d'apprendre même le matin, alors qu'arriver au soir, c'est là où on est le plus sale, on travaille toute la journée. On vient travailler la journée complète. C'est compliqué. Les situations de vie ici sont compliquées. Après, on travaille, ça nous occupe un peu le temps aussi, c'est bien, ça nous passe le temps plus vite. Aux cuisines, c'est le coup de feu. Dans moins d'une heure, 970 repas seront servis dans les cellules. 20 détenus travaillent ici, la plupart purgent de longues peines. Et certaines situations peuvent parfois surprendre. Chaque détenu prend un seul couteau et il a un petit jeton qui correspond, qui est individuel. Donc comme ça, nous, on peut savoir tout de suite qui a le couteau. Voilà. Donc du coup, gradé, c'est bon. J'ai refait des fiches pour les plaquettes. D'accord. Des fiches. Stéphane a retrouvé son adjoint. Tous les deux sont originaires des Antilles. Sur leur bureau, 500 candidatures attendent une réponse. Travailler pour l'argent n'est pas la seule motivation des détenus. C'est aussi la possibilité de bénéficier de réductions de peine. Il faut montrer patte blanche, donc rester, avoir un bon comportement en détention et remplir quelques critères pour avoir une validation de la direction. Les détenus remontent en cellule le temps de déjeuner. Ils reviendront cet après-midi. Cette semaine, ils passeront 26 heures aux ateliers. Ce travail n'a rien de vraiment passionnant, mais il leur permet de gagner un peu d'argent et de s'évader tous les jours durant quelques heures. Parlons culture maintenant. Piano, contrebasse et tout autre instrument à cordes et à clavier sont les bienvenus pour la 5e édition du festival Yelewa Jazz. Un festival créé pour faire découvrir en mahorais ce style musical né dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Premier concert ce soir du côté de la Croisette où se trouve justement Camille Monnery, la porte-voix de l'association. Bonsoir Camille Monnery. Alors, un événement sur 3 jours. Bonsoir. Avec des artistes de l'Hexagone, de La Réunion. À quoi doit-on s'attendre pour les personnes qui souhaitent venir ? Alors en fait, c'est des artistes qui viennent de La Réunion, de Madagascar et de Paris, et aussi des artistes mahorais. Cet événement se veut rassembleur pour qu'il y ait un partage de la musique, de l'ambiance pour chacun. C'est pour ça que toute notre programmation, elle est faite donc le 7 juin à la Croisette, le 8 juin au Mystique à côté à Petite-Terre et le 9 juin à la Croisette. Et en fait, tous les soirs, à partir de 10h30, il y a un temps de scène partagé pour que chacun puisse venir avec son instrument et puisse venir exprimer sa musicalité sur notre scène. Alors, à travers cet événement, vous souhaitiez aussi favoriser une forme de jazz unique à Mayotte avec des instruments traditionnels comme la gaboussi. Est-ce que vous avez vu émerger des initiatives depuis que vous avez commencé ce festival ? Alors en fait, autour de ce festival, il y a toujours 2 événements qui sont associés. Il y a ce qu'on appelle les ateliers de création, où on fait venir des artistes professionnels et des artistes de Mayotte, où on leur donne un temps, en fait, un lieu, les instruments et tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent créer ensemble un jazz mahorais. Et il y a aussi les chorales scolaires où chaque année des enseignants, et grâce au vice-rectorat, travaillent en fait sur le thème du festival et vont cette année se dérouler le 11 et le 12 juin à la MJC de Kaweni. Il y aura plus de 750 élèves. Voilà, merci beaucoup. Merci Camille Monnery pour ces explications et pour tous ceux qui sont intéressés par l'événement. Vous avez désormais le programme de ce festival. Voilà, c'est sur cette note musicale que nous refermons cette édition. Je vous rappelle notre titre principal. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi du mondial féminin de football, les joueuses françaises jouent à domicile. À Mayotte aussi, on se prépare à les soutenir activement car les joueuses de l'équipe de France suscitent beaucoup d'espoir chez leurs consoeurs. Et ce soir, vous pourrez suivre la cérémonie d'ouverture de cette Coupe du Monde sur nos antennes dès 21h25. Dans un instant, Papino Zaidani pour l'édition en mahorais. Moi, je vous souhaite un très beau week-end.